La notion d'État profond est devenue l'un des concepts politiques les plus débattus, les plus polarisants et les plus mal compris de la politique américaine contemporaine, particulièrement depuis l'élection de Donald Trump en 2016, car elle se situe à la frontière floue entre analyse institutionnelle, soupçon idéologique et construction narrative, et pour comprendre si la relation entre Trump et ce que l'on appelle l'État profond relève du mythe politique ou d'une réalité institutionnelle, il est indispensable de déconstruire le terme lui-même, d'en retracer les usages historiques et d'examiner concrètement les mécanismes de pouvoir au sein de l'État fédéral américain. Le concept d'État profond n'est pas né aux États-Unis, il trouve ses origines dans des contextes politiques très différents, notamment en Turquie où il désignait un réseau informel de militaires, de services de renseignement, de magistrats et d'acteurs économiques opérant en dehors du contrôle démocratique pour préserver une certaine vision de l'État. Appliqué au cas américain, le terme a été réinterprété, souvent simplifié, pour désigner un ensemble d'institutions permanentes, de hauts fonctionnaires, d'agences de sécurité nationale et d'intérêts bureaucratiques supposés capables de résister à la volonté d'un président élu. Dans le discours de Donald Trump, cette notion devient centrale, elle sert à expliquer les blocages rencontrés par son administration, les enquêtes judiciaires, les fuites médiatiques et les résistances internes, mais aussi à mobiliser politiquement une base électorale convaincue que le système est biaisé contre un outsider. Dès son entrée en fonction, Trump se présente comme un président anti-système, hostile à l'establishment de Washington, promettant de drainer le marais, une métaphore qui suggère l'existence d'un réseau opaque de corruption et de connivence. Cette posture n'est pas seulement rhétorique, elle structure profondément sa relation avec les institutions fédérales. Trump arrive au pouvoir sans expérience politique traditionnelle, entouré de conseillers souvent en conflit avec les administrations permanentes, et animé par une méfiance instinctive envers les agences de renseignement, le département de la justice, le FBI et une partie de la diplomatie professionnelle. Cette méfiance s'accentue rapidement avec l'ouverture d'enquêtes sur l'ingérence russe dans l'élection de 2016, enquête perçue par Trump comme une tentative de délégitimation de sa victoire. À partir de ce moment, le récit de l'État profond prend une dimension centrale. Il ne s'agit plus seulement d'une critique abstraite du système mais d'une accusation directe contre des institutions spécifiques, accusées de conspirer pour entraver l'action présidentielle. Pour les partisans de Trump, ces accusations trouvent un écho dans une réalité institutionnelle bien connue, celle d'un État fédéral immense, composé de millions de fonctionnaires, dont beaucoup restent en poste indépendamment des alternances politiques. Cette permanence bureaucratique est un fait objectif, elle garantit la continuité de l'État mais peut aussi générer des résistances face à des orientations politiques jugées radicales ou dangereuses. La question centrale devient alors de savoir si cette résistance relève d'un complot organisé ou d'un fonctionnement normal des contre-pouvoirs dans une démocratie constitutionnelle, car le système américain repose précisément sur la séparation des pouvoirs, sur l'indépendance de la justice, sur le rôle du Congrès et sur l'autonomie relative des agences fédérales. Un président n'est pas un souverain absolu, il doit composer avec des lois, des procédures, des traditions et des normes. Ce cadre institutionnel peut apparaître, pour un dirigeant habitué à un pouvoir vertical, comme une force hostile, mais il ne constitue pas nécessairement un État profond au sens conspiratif du terme. L'ambiguïté du cas Trump réside dans le fait que certaines résistances ont effectivement été documentées, des hauts fonctionnaires ont exprimé publiquement leur opposition aux orientations présidentielles, des fuites ont alimenté la presse, des désaccords internes ont parfois été rendus visibles, mais ces phénomènes sont-ils exceptionnels ou simplement plus visibles dans un contexte de polarisation extrême? Historiquement, d'autres présidents ont affronté des résistances bureaucratiques, mais rarement avec une telle mise en scène publique et une telle personnalisation du conflit. Trump transforme chaque friction institutionnelle en preuve d'une hostilité systémique, ce qui renforce l'idée d'un État profond agissant dans l'ombre, mais en même temps cette narration sert un objectif politique clair, mobiliser une base électorale en construisant un antagonisme entre le peuple et les élites administratives, un schéma classique du populisme. Cette dimension stratégique ne signifie pas que toutes les critiques sont infondées, mais elle invite à une analyse prudente, car le risque est de confondre dysfonctionnement réel et fantasme politique. Sur le plan institutionnel, les agences fédérales disposent effectivement d'une autonomie opérationnelle importante, notamment dans les domaines de la sécurité nationale et de la justice. Cette autonomie est conçue comme une protection contre les abus de pouvoir, mais elle peut être perçue comme une entrave par un exécutif désireux d'imposer rapidement ses priorités. Trump a souvent cherché à contourner ou à affaiblir ces institutions, en remplaçant des responsables, en critiquant publiquement leur légitimité,
ou en contestant leurs décisions. Cette stratégie a eu des effets paradoxaux. En politisant des agences traditionnellement discrètes, elle a renforcé leur visibilité et accru la méfiance réciproque, alimentant ainsi le récit même qu'elle prétend combattre. La relation entre Trump et l'État profond devient alors une spirale. Plus il accuse, plus les institutions se défendent, et plus cette défense est interprétée comme une confirmation du complot. Cette dynamique est amplifiée par l'écosystème médiatique contemporain, où les chaînes partisanes, les réseaux sociaux et les plateformes alternatives diffusent des interprétations concurrentes de la réalité. Chaque décision judiciaire, chaque enquête administrative est lue à travers le prisme de la loyauté ou de la trahison, rendant presque impossible une analyse apaisée. Dans ce climat-là, notion d'état profond fonctionne comme un raccourci explicatif puissant, capable de donner du sens à des événements complexes et souvent opaques, mais sa force symbolique est aussi sa faiblesse analytique, car elle tend à homogénéiser des institutions diverses, aux intérêts parfois contradictoires, en un acteur unique et intentionnel, ce qui ne correspond pas toujours à la réalité du fonctionnement bureaucratique. L'État fédéral américain est fragmenté, traversé de rivalités internes, de contraintes juridiques et de cultures professionnelles distinctes. Parler d'un État profond unifié suppose un degré de coordination et de cohérence difficile à démontrer empiriquement. Cela ne signifie pas qu'il n'existe pas de biais institutionnels, de réflexes corporatistes ou de résistances idéologiques, mais ces phénomènes relèvent davantage de dynamiques structurelles que d'une conspiration centralisée. La question de savoir si Trump a réellement affronté un État profond dépend donc largement de la définition que l'on adopte. Si l'on entend par là un ensemble d'institutions permanentes capables de freiner ou de canaliser l'action présidentielle, alors la réponse est oui, mais cette réalité est inhérente au système constitutionnel américain. Si en revanche on entend un réseau clandestin organisé visant à renverser ou neutraliser un président élu, les preuves restent fragmentaires et largement interprétatives. Cette distinction est essentielle pour dépasser le débat idéologique et revenir à une analyse institutionnelle rigoureuse, car l'enjeu dépasse largement la figure de Trump. Il touche à la manière dont les démocraties modernes gèrent la tension entre volonté populaire, continuité administrative et état de droit, et c'est précisément cette tension que le cas Trump a exposée de manière brutale, parfois chaotique, mais profondément révélatrice des fragilités et des contradictions du système américain contemporain. Cette exposition brutale des contradictions du système américain s'inscrit dans une séquence historique où la défiance envers les institutions précède largement l'arrivée de Donald Trump, car depuis plusieurs décennies une partie croissante de la population américaine exprime un scepticisme profond à l'égard du gouvernement fédéral, des élites politiques, des médias traditionnels et des grandes entreprises. Cette défiance trouve ses racines dans des crises successives, le scandale du Watergate, la guerre du Vietnam, les crises financières, les interventions militaires controversées, et plus récemment la crise économique de 2008, chacune de ces séquences a contribué à fragiliser le contrat de confiance entre l'État et les citoyens. Trump n'invente donc pas cette défiance, il la canalise, l'amplifie et la transforme en instrument politique. Le concept d'État profond devient alors un cadre narratif permettant de relier des expériences disparates de frustration et de sentiment d'impuissance. Il offre une explication simple à des phénomènes complexes. Pourquoi les promesses électorales ne sont pas tenues? Pourquoi les décisions semblent échapper au contrôle démocratique? Pourquoi certains acteurs paraissent toujours s'en sortir malgré les alternances politiques? Cette simplicité explicative est l'une des clés de son succès, mais elle pose aussi un problème analytique majeur, car elle tend à réduire la complexité institutionnelle à une opposition binaire entre le peuple et une élite conspiratrice. Or le fonctionnement réel de l'État américain est beaucoup plus fragmenté et contradictoire. Les agences fédérales ne parlent pas d'une seule voix, les intérêts y sont multiples, parfois opposés, et les conflits internes sont souvent le produit de désaccords professionnels, juridiques ou éthiques plutôt que d'un projet politique unifié. Dans le cas de Trump, certaines résistances peuvent être interprétées comme des tentatives de préserver l'état de droit face à des décisions jugées problématiques, par exemple dans les domaines de l'immigration, de la justice ou des relations internationales. Des fonctionnaires ont invoqué des contraintes légales ou constitutionnelles pour justifier leur opposition. Pour les partisans de Trump, ces actes constituent des preuves de sabotage. Pour ces critiques, ils représentent au contraire l'exercice normal de contre-pouvoir. Cette divergence d'interprétation illustre la difficulté de trancher de manière définitive entre mythe et réalité, car tout dépend du point de vue adopté sur la légitimité de ces résistances. La personnalisation extrême du pouvoir sous Trump accentue encore cette ambiguïté, en présentant chaque conflit institutionnel comme une attaque personnelle.
Le président transforme des désaccords structurels en affrontements politiques, ce qui renforce l'idée d'un complot organisé, mais cette stratégie a aussi pour effet de délégitimer durablement des institutions essentielles, en particulier la justice et les services de renseignement, ce qui a des conséquences profondes sur la stabilité démocratique, car une démocratie fonctionne sur la confiance minimale dans l'impartialité de ses institutions. Lorsque cette confiance s'effondre, le débat politique se radicalise et la recherche de compromis devient presque impossible. Le cas des enquêtes sur l'ingérence étrangère est particulièrement révélateur. Ces enquêtes, menées par des institutions juridiquement compétentes, ont été interprétée par Trump comme une tentative de coup d'État bureaucratique. Cette interprétation a trouvé un écho auprès d'une partie de l'opinion publique déjà méfiante, mais elle a aussi conduit à une politisation sans précédent du travail judiciaire. Chaque décision procédurale est devenue un enjeu politique, chaque inculpation ou acquittement a été interprété à travers le prisme de la loyauté partisane. Cette situation rend extrêmement difficile une évaluation objective des faits, car la frontière entre analyse institutionnelle et combat politique devient floue. Dans ce contexte, le terme d'État profond fonctionne moins comme une catégorie analytique que comme un symbole mobilisateur. Il permet de fédérer des ressentiments, de justifier des échecs et de délégitimer des oppositions, mais il ne permet pas toujours de comprendre finement les mécanismes de pouvoir à l'œuvre. Pour autant, ignorer complètement la question serait une erreur, car le système américain présente effectivement des zones d'opacité et des déséquilibres de pouvoir. Certaines agences disposent de ressources et d'une influence considérable, parfois disproportionnée par rapport au contrôle démocratique exercé sur elles. Le complexe militaro-industriel, par exemple, a longtemps été critiqué pour son poids dans les décisions de défense, et les services de renseignement opèrent par nature dans le secret, ce qui alimente les soupçons. Ces réalités institutionnelles peuvent nourrir des dérives, mais elles ne constituent pas nécessairement un État profond coordonné, plutôt un ensemble de dynamiques structurelles qui peuvent entrer en conflit avec des orientations politiques jugées disruptives. Trump a exploité ces tensions, mais il les a aussi exacerbées, en gouvernant souvent par confrontation plutôt que par négociation, en privilégiant la loyauté personnelle sur l'expertise institutionnelle, et en contestant publiquement la légitimité de ceux qui s'opposaient à lui. Cette approche a renforcé l'hostilité réciproque et cristallisé le conflit autour de la notion d'État profond. Paradoxalement, plus Trump cherchait à affaiblir les institutions, plus celles-ci apparaissaient comme des remparts, ce qui renforçait leur soutien auprès de ses opposants, et plus il dénonçait leur pouvoir, plus il contribuait à leur centralité dans le débat public. Cette dynamique a durablement transformé la politique américaine, car elle a inscrit dans le paysage un soupçon permanent à l'égard de l'administration, soupçon qui ne disparaîtra pas avec la fin d'un mandat. La question de l'État profond dépasse donc largement le cas Trump. Elle révèle une crise plus profonde du rapport entre démocratie, bureaucratie et pouvoir exécutif, une crise exacerbée par la polarisation, la médiatisation extrême et la perte de repères communs. Dans ce contexte, parler de mythe ou de réalité est peut-être insuffisant, car l'État profond est à la fois une construction discursive et le symptôme de tension institutionnel réel. Il est un mythe dans la mesure où il simplifie et exagère, mais il s'enracine dans des perceptions et des expériences concrètes de blocage et de frustration. Cette ambiguïté explique sa persistance et sa puissance politique, et elle pose une question fondamentale pour l'avenir. Comment restaurer une confiance minimale dans les institutions sans nier les critiques légitimes? Comment garantir l'indépendance administrative tout en assurant un contrôle démocratique effectif, et comment éviter que la dénonciation de l'État profond ne devienne un outil de délégitimation systématique de toute opposition? Ces questions restent ouvertes, et c'est peut-être là l'héritage le plus durable de la confrontation entre Trump et ce que l'on appelle l'État profond. Non pas la preuve définitive d'une conspiration, mais la mise à nu d'un malaise institutionnel profond qui continue de façonner la politique américaine contemporaine. Ce malaise institutionnel s'inscrit dans une évolution plus large des démocraties libérales contemporaines, où la complexité croissante de l'action publique entre en tension avec des attentes citoyennes de plus en plus immédiates et personnalisées. Aux États-Unis, cette tension est particulièrement visible en raison de la centralité de la figure présidentielle dans l'imaginaire politique. Beaucoup d'électeurs attribuent au président une capacité d'action quasi illimitée, alors que le système est conçu précisément pour limiter cette capacité par un enchevêtrement de contre-pouvoirs, de procédures et de normes. Lorsque ces limites deviennent visibles, elles sont facilement interprétées comme des sabotages ou des trahisons. Le récit de l'État profond s'insère parfaitement dans ce décalage entre attente et réalité institutionnelle. Donald Trump, en tant que figure politique atypique, a incarné ce décalage de manière spectaculaire. Sa promesse implicite était de gouverner comme un chef
d'entreprises, de prendre des décisions rapides, de briser les règles jugées inutiles. Or l'État fédéral ne fonctionne pas selon une logique entrepreneuriale, il est structuré par le droit administratif, par la jurisprudence, par des équilibres constitutionnels complexes. Chaque tentative de contournement se heurte à des résistances légales, qui sont ensuite présentées comme des preuves de l'existence d'un État profond hostile. Cette boucle interprétative s'auto-alimente, plus les institutions appliquent les règles, plus elles sont accusées de conspiration, ce qui affaiblit leur légitimité et renforce le ressentiment populaire. Cette dynamique est accentuée par la personnalisation du conflit. Trump ne critique pas abstraitement des structures, il nomme des individus, les attaque publiquement, remet en cause leur intégrité, ce qui transforme des débats techniques en affrontements moraux. Cette stratégie renforce la polarisation et réduit l'espace pour une discussion rationnelle sur le fonctionnement réel des institutions. En parallèle, les médias jouent un rôle central dans la diffusion et la transformation du concept d'État profond. Certains médias adoptent un ton alarmiste, présentant chaque dysfonctionnement comme une preuve supplémentaire d'une conspiration. D'autres médias au contraire minimisent ou ridiculisent le concept, ce qui alimente le sentiment, chez les partisans de Trump, que les médias font partie du problème. Cette polarisation médiatique contribue à figer les positions, chacun choisissant les sources qui confirment ses convictions. Dans ce contexte, la vérité factuelle devient secondaire par rapport à la cohérence narrative. L'État profond n'est plus seulement une hypothèse, il devient un élément d'identité politique. Y croire ou ne pas y croire devient un marqueur d'appartenance. Cette évolution complique encore l'analyse, car elle transforme une question institutionnelle en enjeu culturel et symbolique. Au-delà du cas Trump, cette transformation pose un défi majeur pour la gouvernance américaine, car elle fragilise la capacité de l'État à fonctionner efficacement. Lorsque les fonctionnaires sont systématiquement soupçonnés de motivations politiques cachées, leur marge de manœuvre se réduit, les décisions deviennent plus lentes, plus prudentes, parfois paralysées par la crainte d'être instrumentalisées dans un conflit partisan. Cette paralysie alimente à son tour le discours sur l'inefficacité de l'État, renforçant le cercle vicieux de la défiance. Le paradoxe est que le récit de l'État profond, censé dénoncer une concentration excessive de pouvoir bureaucratique, peut en réalité affaiblir les mécanismes de contrôle démocratique en sapant la confiance dans les institutions chargées de les exercer. Cette contradiction est au cœur du débat, car une démocratie ne peut fonctionner durablement sans un minimum de confiance institutionnelle, même critique, même vigilante, mais réelle. Le cas de Trump révèle également une tension spécifique entre la présidence et l'appareil de sécurité nationale. Historiquement, ce domaine a toujours bénéficié d'une autonomie relative, justifiée par des impératifs de secret et de continuité. Trump a souvent contesté cette autonomie, notamment lorsqu'elle contredisait ses priorités politiques ou ses intuitions personnelles. Ces conflits ont été interprétés par certains comme la preuve d'un État profond sécuritaire, mais ils peuvent aussi être analysés comme le choc entre une vision personnelle du pouvoir et des institutions construites pour limiter l'arbitraire. Cette ambiguïté est d'autant plus forte que certaines pratiques du passé, révélées par des enquêtes ou des lanceurs d'alerte, ont montré que les services de renseignement pouvaient effectivement outrepasser leur mandat. Ces révélations nourrissent la crédibilité du soupçon, même lorsqu'il est exagéré ou mal orienté. Ainsi, le débat sur l'État profond ne peut être tranché de manière binaire, il oscille entre exagération idéologique et questionnement légitime sur la transparence, la responsabilité et le contrôle démocratique. Trump a exploité cet espace ambigu, parfois de manière stratégique, parfois de manière instinctive, sans toujours mesurer les conséquences à long terme de ses attaques répétées contre les institutions. Ces conséquences sont visibles dans la persistance du discours de l'État profond bien après la fin de son mandat, preuve que le concept a dépassé la figure de Trump pour s'inscrire durablement dans le paysage politique américain. Il est désormais mobilisé par d'autres acteurs, parfois pour critiquer l'administration, parfois pour dénoncer des politiques spécifiques, parfois simplement comme un symbole de défiance générale envers le pouvoir central. Cette diffusion montre que l'État profond est devenu moins une théorie précise qu'un cadre interprétatif, une grille de lecture simplifiée pour appréhender un système perçu comme distant et incompréhensible. Face à cette situation, une question centrale demeure: comment réconcilier la nécessité d'un État administratif compétent et stable avec l'exigence démocratique de contrôle et de responsabilité? La réponse ne peut se limiter à nier l'existence de tout problème ou à valider sans nuance les accusations de complot. Elle suppose un travail de clarification institutionnelle, de pédagogie civique et de réforme, un effort pour rendre les processus décisionnels plus transparents sans sacrifier leur efficacité. Et pour renforcer la confiance sans supprimer les contre-pouvoirs. Le cas Trump, en ce sens,
agit comme un révélateur. Il ne prouve pas l'existence d'un État profond omnipotent, mais il met en lumière des tensions structurelles qui, si elles ne sont pas traitées, continueront d'alimenter les récits de conspiration et de miner la légitimité démocratique. Ainsi la question posée au départ, mythe politique ou réalité institutionnelle, appelle une réponse complexe, l'État profond tel que décrit dans les discours les plus radicaux relève largement du mythe, mais ce mythe s'enracine dans des réalités institutionnelles imparfaites, des zones grises du pouvoir, des asymétries de contrôle et des frustrations démocratiques, et tant que ces réalités persisteront sans réponse convaincante, le mythe continuera de prospérer, indépendamment de la figure de Donald Trump, façonnant durablement le débat politique américain et influençant la manière dont les citoyens perçoivent l'État, le pouvoir et la démocratie elle-même. Cette influence durable sur la perception de l'État et du pouvoir ouvre une dernière couche d'analyse, celle des conséquences internationales du récit de l'État profond, car la confrontation entre Trump et les institutions américaines n'a pas seulement façonné la politique intérieure, elle a aussi été observée, interprétée et parfois instrumentalisée par les acteurs étrangers. Pour beaucoup de partenaires et de rivaux des États-Unis, ce conflit a brouillé la lisibilité du pouvoir américain. Traditionnellement fondé sur la stabilité institutionnelle et la prévisibilité des processus décisionnels, lorsque le président des États-Unis affirme publiquement être entravé par ses propres agences, cela soulève une question fondamentale pour l'extérieur, qui gouverne réellement? Cette question alimente des doutes sur la capacité de Washington à honorer ses engagements, à maintenir une ligne stratégique cohérente et à parler d'une seule voix. Certains alliés ont interprété ces tensions comme un affaiblissement structurel, une preuve que la puissance américaine repose sur des fondations institutionnelles fragilisées par la polarisation. D'autres y ont vu au contraire un signe de résilience démocratique, la preuve qu'aucun dirigeant, aussi puissant soit-il, ne peut s'affranchir totalement des règles et des contre-pouvoirs. Cette divergence d'interprétation reflète l'ambiguïté fondamentale du récit de l'État profond. Il peut être lu comme la dénonciation d'une oligarchie cachée ou comme la manifestation d'un état de droit fonctionnel. Cette ambiguïté est exploitée par des puissances concurrentes qui cherchent à affaiblir l'influence normative américaine, en mettant en avant les divisions internes, la défiance envers les institutions et la crise de légitimité. Dans les discours de certaines puissances autoritaires, le cas Trump est utilisé comme un argument pour relativiser les critiques occidentales sur l'état de la démocratie, suggérant que les États-Unis ne sont pas exemptes de dysfonctionnements profonds. Ainsi le mythe de l'État profond devient un outil géopolitique indirect, un élément de la bataille des récits à l'échelle mondiale. En même temps, cette exposition des tensions internes peut aussi renforcer l'attractivité du modèle américain auprès de ceux qui valorisent la transparence et le débat, car le fait que ces conflits soient visibles, débattus publiquement et encadrés juridiquement distingue encore les États-Unis de régimes où les luttes de pouvoir se déroulent entièrement dans l'ombre. Cette double lecture montre que le récit de l'État profond n'est pas univoque, il affaiblit et renforce à la fois, selon le regard porté. Cette complexité renvoie à une caractéristique centrale du système américain, sa capacité à absorber les chocs par le conflit ouvert plutôt que par la répression silencieuse, mais cette capacité a un coût, elle expose les fragilités, amplifie les divisions et alimente des récits simplificateurs. Le cas Trump a poussé ce mécanisme à un niveau rarement atteint, transformant chaque procédure, chaque norme, chaque désaccord en symbole d'un affrontement existentiel. Cette dramatisation a laissé des traces durables. Même après son départ, le soupçon demeure, la méfiance persiste, et le terme d'État profond continue de circuler comme une explication commode, détachée de son contexte initial, utilisée pour qualifier des réalités très différentes, parfois sans lien direct avec le fonctionnement réel des institutions. Cette banalisation du concept pose un défi analytique, car elle rend plus difficile la distinction entre critiques légitimes de l'administration et accusations infondées de complot. Dans un tel environnement, la responsabilité des acteurs politiques et médiatiques devient centrale, car la manière dont ils parlent de l'État, de ses agents et de ses procédures façonne durablement la confiance publique. Trump a contribué à redéfinir ce langage, en introduisant une rhétorique de suspicion systématique. Cette rhétorique a trouvé un terrain fertile, mais elle a aussi déplacé les lignes du débat, rendant plus acceptable l'idée que l'opposition institutionnelle est par essence illégitime. Cette évolution est lourde de conséquences, car elle fragilise le principe même de neutralité administrative, un pilier de la démocratie moderne. En même temps, elle oblige à repenser la manière dont cette neutralité est expliquée et défendue, car un État qui se contente d'invoquer son
autorité sans rendre compte de ses choix alimente lui-même la défiance. Ainsi l'héritage du conflit entre Trump et ce que l'on appelle l'État profond est profondément ambivalent. Il a révélé des dysfonctionnements, des rigidités et des angles morts, mais il a aussi amplifié des peurs et des fantasmes, brouillant la frontière entre critique et délégitimation. Cette ambivalence rend toute conclusion définitive difficile, mais elle permet de formuler une synthèse nuancée. L'État profond tel qu'il est souvent décrit dans le discours trumpiste, comme une entité unifiée, consciente et conspiratrice, relève largement du mythe politique, un mythe puissant, mobilisateur, mais analytiquement fragile. En revanche, la réalité institutionnelle américaine comprend bel et bien des structures permanentes, des intérêts bureaucratiques, des cultures professionnelles et des asymétries de pouvoir qui peuvent entrer en conflit avec un exécutif élu. Ces réalités ne constituent pas une conspiration, mais elles peuvent produire des effets de résistance et de blocage ressentis comme tels par un président hostile à l'establishment. Trump a incarné ce conflit de manière extrême, non seulement parce qu'il s'y est heurté, mais parce qu'il en a fait le cœur de son identité politique, transformant une tension structurelle en récit fondateur. Ce récit a durablement modifié la perception du pouvoir aux États-Unis, en ancrant l'idée que l'État n'est pas seulement un outil collectif mais aussi un adversaire potentiel. Cette idée continuera d'influencer le débat politique bien au-delà de Trump, tant que les démocraties ne parviendront pas à résoudre la tension entre efficacité administrative, transparence et légitimité démocratique. Le mythe de l'État profond continuera de prospérer, non comme une simple illusion, mais comme le symptôme d'une crise de confiance profonde, révélée mais non créée par la confrontation entre Donald Trump et les institutions américaines, et c'est précisément dans cette zone grise, entre mythe et réalité, que se joue l'avenir du rapport entre citoyens, pouvoir et État dans l'Amérique du XXIe siècle.